Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube consacrée à la Chine en question au pluriel. Alors, c'est une vidéo de méthodologie à destination de moi-même et puis de tous les étudiants qui, à l'IEP d'Aix-en-Provence, s'intéresseraient à la philosophie politique. Pas simplement à la politique, comme art du discours, comme art de la polémique et du débat, mais à la recherche en philosophie politique dans laquelle, je crois, nous devons mettre de côté nos préjugés, nos peurs, nos projections psychologiques. En tout cas, sinon les mettre de côté, du moins les mettre sur la table, les mettre en question et ne pas les considérer comme allant de soi et naturel. Alors, en disant cela, je fais référence à un grand principe de méthode que nous a donné Spinoza, que je résume quelquefois par cette formule, en latin justement, comme chez Spinoza, non iudicere sed intelligere. Non pas juger, mais comprendre. Spinoza, au début du traité politique, formule ce principe de méthode d'une manière un petit peu plus exhaustive, longue ou poétique, en disant non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Ce qui signifie ne pas rire ni pleurer, ni non plus détester, mais comprendre. Donc je crois que la bonne méthode que nous propose Spinoza et qui lui vient au fond de la logique stoïcienne, qui est une espèce de psychologie qui nous invite à parler des choses sans projection de valeur, en mettant de côté nos craintes, nos désirs, nos goûts, nos préférences, nos opinions personnelles, pour essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Eh bien, cette méthode, je propose de l'appliquer aux études chinoises et spécialement aux questions de politique chinoise qui sont particulièrement sensibles. Bon, pour une raison que j'ai déjà évoquée, le modèle chinois est vraiment un modèle alternatif à celui des démocraties libérales occidentales et ne le comprenant pas, nous risquons très vite de glisser, de déraper, de dériver, de nous laisser noyer par des jugements de valeur et d'identifier trop vite la politique chinoise dans son versant autoritaire actuel à une forme de totalitarisme. Alors c'est cette peur qu'il faut, je dirais, entre guillemets, psychanalyser par cette méthode, ces précautions de méthode inspirées de Spinoza et du stoïcisme, pour essayer d'y voir clair et de faire de la recherche et ne pas polémiquer. Et ne pas nous interdire de comprendre la Chine, ce qui serait pour des chercheurs le pire des écueils. Donc un problème méthodologique. Voilà, que je vous propose d'illustrer par quelques exemples. Bon, un exemple évident de projection, de peur, de préjugés, sur le document d'une journaliste, au demeurant fort instruite, je pense à Sophie Lepau, dans ce fameux documentaire que je trouve bon, par ailleurs, très, très informé, nourri de beaucoup d'informations factuelles qui sont tout à fait justes. Le Monde selon Xi Jinping, un documentaire Arte que vous pouvez regarder sur YouTube, dans lequel, néanmoins, entre des informations factuelles tout à fait avérées, indiscutable, la journaliste ne cesse de s'interroger sur le danger que représenterait Xi Jinping, sur ses intentions cachées, une formule qui revient, c'est la formule ou la question qu'est-ce qui se cache derrière, par exemple, qu'est-ce qui se cache derrière le discours récurrent de Xi Jinping sur les accords gagnant-gagnant.
Bon, en psychologie, c'est ce qu'on appelle un procès d'intention. Pour dépasser le procès d'intention stérile, encore faut-il s'appuyer sur des faits, on ne peut pas simplement laisser des questions envahir le discours parce qu'elles sont motivées par la peur. La peur ne suffit pas à faire un discours raisonnable. Je pense à Emmanuel Linko aussi, un chercheur, pour le coup non plus un journaliste, mais un chercheur relativement bien informé, lui aussi, mais qui ne peut s'empêcher de projeter des jugements et qui qualifie dans l'une de ses vidéos que j'ai vues récemment par exemple, le discours de Xi Jinping de langue de bois. Alors une fois qu'on a dit langue de bois, eh bien vous voyez à quoi bon continuer d'analyser le discours dont on parle. Le jugement est tombé là comme une espèce de conclusion. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Et c'est le sens de toute cette chaîne YouTube que d'essayer de montrer justement quels sont les fondements philosophiques profonds des discours en apparence simples et grand public de Xi Jinping. C'est un homme d'État, donc il parle au peuple, il ne fait pas un cours de philosophie politique, mais je crois qu'on peut analyser sous le discours de Xi Jinping, sa structure et ses orientations, on peut analyser des fondements philosophiques très profonds, d'ailleurs en résonance avec d'autres productions, je dirais littéraires ou philosophiques, des élites politiques chinoises ou des élites intellectuelles chinoises. Bon, je pense essentiellement à Wang Huning et à Yan Xuetong que je citerai souvent dans ces vidéos. Bon, on peut aller aussi chercher du côté des universitaires les plus sérieux. Je pense à Jean Lévy ou à Anne Cheng, sinologue, traducteur, historien, parlant, alors pour le coup, des textes à partir d'une connaissance intime, directe, puisque ils traduisent les textes. Jean Lévy, notamment dans ce Tao du Prince, que je cite abondamment pour comprendre Xi Jinping. Le Tao du Prince, en collection de poche, dans lequel vous trouvez l'adjectif, le qualificatif de totalitarisme. Voilà, c'est un adjectif que vous trouvez aussi, je dirais hélas, sous la plume de Han Cheng, au chapitre 9 de son Histoire de la pensée chinoise aux éditions du Seuil, donc un ouvrage que je conseille, malgré tout, un ouvrage de référence, ça va sans dire, mais qui n'est pas exempt de points de discussion, et là on en a un. Vous voyez, quand on qualifie le légisme de totalitarisme, on dit quelque chose de relativement grave, parce que le totalitarisme, c'est une doctrine politique particulièrement forte, aux antipodes de la démocratie libérale, des démocraties libérales telles que nous les connaissons. Et voilà, c'est plus qu'un... C'est plus que le concept d'un régime politique, c'est en même temps un jugement de valeur, et ça devient un pur jugement de valeur quand on l'applique à des doctrines ou des pratiques qui ne correspondent pas à la définition qu'en ont donné les philosophes politiques les plus sérieux. Je pense notamment à Hannah Arendt, puisque on a chez Hannah Arendt une analyse particulièrement forte, profonde. Je crois qu'Hannah Arendt est au XXe siècle l'une des penseurs, sinon la penseur en philosophie politique la plus sérieuse et la plus profonde. Donc là, on a chez Hannah Arendt une définition du totalitarisme à laquelle on ne peut pas éviter, en tout cas, de se référer si on veut employer ce mot pour parler de la Chine.
Évidemment, ça ne correspond pas du tout, ça ne convient pas du tout. Je vous propose de vous le montrer par quelques arguments dans une vidéo séparée, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Même au plus haut niveau, hein, dans le domaine des études chinoises, les sinologues n'étant pas nécessairement des philosophes, il est difficile de s'appuyer sur une méthode solide en philosophie pour parler précisément de ces questions. C'est le grand problème des études chinoises. D'un côté, vous avez des philosophes, hein, en France, beaucoup de grands philosophes dans les universités qui font passer l'agrégation tous les ans, qui dirigent des thèses de doctorat, mais qui ne connaissent pas la Chine, et qui sont un petit peu frileux à l'étudier, faute d'une familiarité avec la culture et a fortiori avec la langue. Et de notre côté, vous avez des sinologues, hein, qui sont, eux, par contre, très à l'aise avec les textes, mais qui utilisent les concepts d'une manière plus que glissante, et vous voyez, c'est le cas même des plus grands. Je citais à l'instant Jean Lévy, qui qualifie le légisme de totalitarisme. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo dans laquelle, pour me résumer encore une fois, j'invite, hein, tous les sinologues à devenir philosophes, ou tous les philosophes à se préoccuper aussi de sinologie, puisque la Chine est l'une des puissances montantes du XXIe siècle. Elle aspire même à devenir la première puissance du monde, à l'échelle de quelques années, pour le centenaire de la fondation de la République chinoise en 2049. Donc c'est un univers qu'on ne peut plus ignorer, qui n'est plus périphérique ou marginal, qui n'est plus simplement exotique, mais qui doit prendre toute sa place dans l'univers de réflexion des philosophes, c'est-à-dire une place centrale, hein. Pas toute la place peut-être, mais en tout cas une place centrale. Pour le moment, nous n'y sommes pas. Voilà. Et c'est en vue d'aider à ce travail de compréhension, en vue d'aider à un meilleur dialogue entre la pensée occidentale et le monde chinois que sont consacrées ces vidéos sur la Chine en question. Je vous souhaite une bonne journée, un bon nouvel an chinois 2019 pour inaugurer cette série de vidéos sur la Chine en question. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.